Le cercueil est trop petit. C'est tout ce que je peux penser tandis qu'il dépose Lucas dans le sol. Son lion en peluche préféré est serré contre ma poitrine. Sa fourrure usée, humide de larmes, je ne peux plus la sentir couler. Mes doigts tracent le sourire cousu sur le visage du jouet. Un sourire que mon fils ne reverra jamais. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la voix du pasteur Williams porte à travers le cimetière vide. Ces mots sont destinés à une famille en deuil. Mais il n'y a pas de famille ici. Juste moi et mon fils dans une boîte bien trop petite. Je jette un coup d'œil à la rangée de chaises vides à côté de moi, chacune avec une carte de visite. Martin et Evelyn Reynolds, Veronica Reynolds, Marissa Talbot, tous les gens qui devraient être là, qui ont promis qu'ils seraient là. Le pasteur Williams attire mon regard, son expression passant de la sympathie à quelque chose de plus profond, peut moins être de pitié, alors qu'il regarde ces sièges vides. Il s'éclaircit la gorge et continue. Mais je l'entends à peine. Le vent d'automne souffle autour de nous, éparpillant des feuilles oranges et rouges sur la terre fraîche empilée à côté de la tombe. 8 ans. Ce n'était pas assez. Pas assez, loin de là. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je devrais l'ignorer. Je devrais me concentrer sur ces derniers moments avec mon fils. Mais ma main bouge d'elle-même. Mes doigts tâtonnent pour trouver l'appareil comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage dans cet océan de chagrin. L'écran s'illumine de notifications Instagram. Veronica Reynolds a publié pour la première fois depuis longtemps. Je ne devrais pas regarder. Je sais que je ne devrais pas, mais j'appuie quand même, et le visage de ma sœur remplit l'écran. Veronica, radieuse dans une robe de cocktail argentée, des boucles d'oreilles en diamant reflétant la lumière alors qu'elle lève la main gauche. Une énorme bague de fiançailles scintille à son doigt. La balise géographique indique Crescent Bay Hotel, publié il y a 20 minutes. Je passe à la photo suivante. Mes parents, Martin et Evelyn, sont vêtus de leurs plus beaux atours. Maman avec son collier de perles, celui qu'elle portait à mon mariage. Papa et son costume anthracite. Un bras autour de Veronica. Une flûte de champagne levée bien haut. Leurs sourires larges et sincères, d'une manière que je ne leur avais pas vue depuis des années. Félicitations à notre magnifique fille. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Future Madame Harrington. Un autre coup. Marissa, mon amie depuis l'université, rit à côté de Veronica, leurs têtes jointes dans un moment de joie partagée. L'horodatage me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Pendant que j'enterre mon fils, ils font la fête. Madame Reynolds. Je lève les yeux, réalisant soudain que le pasteur Williams a cessé de parler. Les employés du cimetière se tiennent maladroitement près de leur équipement, attendant un signal de ma part. Nous avons terminé la cérémonie, dit-il doucement. Voulez-vous un moment seul avant? Il s'interrompt, jetant un coup d'œil au cercueil. Oui, je murmure. S'il vous plaît. Le souvenir me revient en mémoire sans prévenir. Lucas, pâle contre les draps de l'hôpital, des tubes coulant de ses bras maigres, ses yeux, mes yeux brillants de fièvre. Maman? Oh, sa voix si faible, mais qui emplit pourtant la pièce stérile. Est-ce que grand-mère et grand-père viennent me voir aujourd'hui? L'espoir dans sa voix m'avait transpercé comme du verre. Je me souviens avoir lissé ses cheveux humides de son front, me forçant à sourire. Ils sont très occupés, ma chérie. Mais ils m'envoient tout leur amour. Ils sont toujours occupés, avait-il murmuré, ses doigts tirant sur la couverture de l'hôpital. Est-ce parce que je suis malade? Ont-ils peur de l'attraper? Non bébé, j'avais pris sa main toute petite dans la mienne. Ta maladie sanguine n'est pas contagieuse. Tu te souviens de ce qu'a dit le docteur Michael? Alors pourquoi ne viennent-ils pas? Je n'avais pas eu de réponse. Pas une que je pouvais donner à un enfant de 8 ans qui croyait encore en la bonté intrinsèque de la famille. 18 mois. C'est le temps que nous avons passé à mener ce combat. 18 mois de chambre d'hôpital, de chimiothérapie et de greffe de moelle osseuse qui ont finalement échoué. 18 mois où tu es encore dramatique, Camille, chaque fois que je suppliais de l'aide. 18 mois où Lucas a demandé des grands-parents qui ne sont jamais venus. Et maintenant, il ne demandera plus jamais. L'employé du cimetière s'approche avec une seule rose blanche, me l'offrant les yeux baissés. La dernière fleur, le dernier adieu. Merci, je te remercie, dis-je en le lui prenant. Alors que je m'apprête à le déposer sur le petit cercueil, mon téléphone vibre à nouveau. Pas Instagram cette fois, mais un texto. Le nom de ma mère apparaît à l'écran, et pendant un instant, l'espoir s'empare de ma poitrine. Peut-être réalisent-ils leur erreur. Peut-être sont-ils en route. J'ouvre le message. Camille, il faut qu'on parle. Apporte les documents de fiducie demain. 10 heures précises. Les documents de fiducie. La provision de Nathaniel pour le fonds universitaire de Lucas. Les 860 000 $, qui auraient permis à notre fils d'aller dans n'importe quelle université de son choix. L'argent qui, selon les termes de la fiducie, me revient désormais en tant que bénéficiaire. Ils ne sont pas venus aux funérailles de leur petit-fils, mais ils veulent son argent. La rose glisse de mes doigts et atterrit doucement sur le bois poli. Mes jambes tremblent, tandis que la compréhension m'envahit.
Ce qu'ils recherchent vraiment, ce qu'ils ont toujours recherché. Je m'agenouille à côté du cercueil, appuyant ma paume contre la surface froide. C'est le moment où je toucherai le plus mon fils. Encore une fois. Je ne les laisserai pas prendre ce qui t'appartient, je murmure. Je te le promets. Au-dessus de moi, les nuages s'amoncellent, sombres et lourds d'une pluie qui ne s'est pas répandue. Au loin, les portières de voitures claquent, tandis que la fête de fiançailles se poursuit sans interruption. Et je reste seule, faisant des promesses à un garçon qui ne les entendra jamais. Serrant un lion en peluche, qui ne sera plus jamais étreint par les bras de mon enfant. Le lendemain, les papiers de la fiducie me semblent lourds dans les mains, alors que je m'engage dans l'allée de mes parents. La signature de Nathaniel me fixe du coin du document. La même écriture élégante qui signait autrefois les lettres d'amour, puis les papiers du divorce, et enfin ceci, la fiducie de 860 000 $ pour Lucas. Cela garantit l'avenir de notre fils. Il avait dit quand nous l'avons signé il y a 3 ans, sa voix s'adoucissant. Ou le tien si l'impensable se produit. L'impensable est désormais ma réalité. Je me gare à côté de l'Audi blanche étincelante de Véronica. Elle est donc déjà là. Bien sûr qu'elle est insulaire. Le texto de maman brûle dans ma mémoire. Apporte-moi ça. Les documents de fiducie. Non. Comment ça va? Non. Nous sommes désolés d'avoir raté les funérailles. Apportez simplement les documents de fiducie. 10h00 précise. Mon compte d'épargne affiche 842, $. 18 mois de soins à temps plein ont anéanti ma carrière dans le marketing et chaque centime que j'avais économisé. Les factures médicales continuaient d'arriver tous les jours. Chacune d'elles est un rappel papier que Lucas s'est battu pour rester en vie. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. Maman se tient là, vêtue d'un pantalon beige repassé et d'un chemisier corail. Ses cheveux argentés viennent d'être coiffés. Vous êtes en retard. Elle regarde sa montre. Il est 10h17. J'ai enterré mon fils hier. Ma voix sonne creux, même à mes propres oreilles. Elle s'écarte, les lèvres serrées en une fine ligne. Nous avons beaucoup de choses à discuter. La maison sent le cirage à meubles au citron et le potpourri à la pomme et à la cannelle. Chaque chose est à sa place. Je scrute les murs en la suivant dans le couloir. Des photos de famille sont alignées dans l'escalier. La remise des diplômes de Véronica. La croisière d'anniversaire de mes parents. Papa reçoit une récompense pour service rendu à la communauté. Pas une seule photo de Lucas. Papa est assis au bout de la table à manger. Des lunettes de lecture sont posées sur son nez. Une pile de papier est étalée devant lui. Véronica est assise à sa droite, son téléphone à la main, sa bague de fiançailles en diamant captant la lumière lorsqu'elle bouge. Finalement, papa dit sans lever les yeux « Kofi a froid maintenant ». Véronica lève les yeux, son expression est un mélange d'inquiétude et de pitié. « Comment vas-tu, ma sœur ?» Avant que je puisse répondre, maman fait signe vers une chaise vide. « Assieds-toi, Camille. » Je reste debout. De quoi s'agit-il? Papa enlève ses lunettes. Nous sommes préoccupés par ton état d'esprit, après tout ce qui s'est passé. Mon état d'esprit, je répète lentement. Véronica se penche en avant. Nous savons à quel point ces derniers mois ont été difficiles. Et maintenant, avec Lucas, elle marque une pause, ne prononçant pas le mot mort comme si cela pouvait porter malheur. Nous voulons aider en exigeant que j'apporte les papiers de fiducie de Nathaniel. Je serre plus fort le dossier. Papa s'éclaircit la gorge. Perdre un enfant change les gens, les rend instables. Et tu le sais. Comment? La question me sort plus brusquement que je ne le voulais. Maman me touche le bras. Ma chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Je répète. Hier aurait été mieux pour moi au cimetière. Un silence gêné s'installe. Véronica regarde sa montre. Nous avions un engagement préalable, dit enfin maman. La fête de fiançailles de Véronica. Je termine. J'ai vu les publications Instagram pendant qu'il déposait mon fils dans le sol. Papa tape du poing sur la table. Ça suffit pour me culpabiliser. Dramatique. C'est exactement pour ça qu'on s'inquiète. Pour la première fois, je remarque un document intitulé « Demande de tutelle d'urgence » qui dépasse du coude de papa. Qu'est-ce que c'est? Je montre du doigt. Véronica intervient avant que papa ne puisse répondre. Nous avons parlé à un conseiller financier et à un avocat. Elle offre ce qu'elle pense probablement être un sourire rassurant. La vérité, c'est que Camille, tu n'es pas en mesure de gérer autant d'argent en ce moment. Pas avec ton passé de décision impulsive, ajoute maman. Quel passé? J'exige. Quitter ton travail sans plan de secours, dit papa. Pour prendre soin de mon enfant mourant, je réplique. Maman soupire. Toujours aussi sur la défensive. Après tout ce qu'on a fait pour toi et Lucas au fil des ans. Un rire amer m'échappe. Fait pour nous? Tu as rendu visite à Lucas exactement 2 fois pendant les 18 mois de traitement. Tu as envoyé une carte cadeau pour Noël au lieu de venir.
Il t'a demandé à chaque fête. On n'est pas là pour ressasser le passé, dit papa. Véronica se penche en avant. J'ai de l'expérience en matière financière. En tant que fiduciaire, je pourrais être fiduciaire. Je la fixe. Tu veux contrôler l'argent de Lucas? Ce n'est plus l'argent de Lucas, dit papa sans détour. Et visiblement, tu n'as pas les idées claires. Regarde-toi. Tu trembles. Mes mains tremblent, mais ma voix reste ferme. Lucas serait toujours là si tu nous avais aidés. Maman halète. C'est cruel. Cruel? Tu sais ce qui est cruel? Regarder son enfant souffrir seul, parce que ses grands-parents étaient trop occupés. Expliquer à un enfant de 8 ans pourquoi sa famille ne lui rend jamais visite. Se tenir seul sur sa tombe pendant que tu bois du champagne. Le masque de Véronica finit par tomber. Tu fais toujours tout tourner autour de toi, Camille. Même la mort de ton fils? La pièce devient silencieuse, froide. Mon fils a un nom, dis-je à un. Chaque mot est précis. Il s'appelle Lucas. Je rassemble les documents de fiducie contre ma poitrine, reculant vers la porte. Papa se lève. Sa chaise raclant le parquet. Ne sors pas, Camille. Tu as besoin de notre aide, que tu le saches ou non. Je me retourne, accélérant maintenant. Maman. M'appelle en élevant la voix. Sois raisonnable. Tu as toujours été la plus difficile. La porte d'entrée est à 3 pas. 2-1 Camille. La voix de papa retentit. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu vas inévitablement t'écraser. Je sors, la lumière du soleil m'aveugle derrière la maison sombre. Les papiers de fiducie me serrent le cœur comme un bouclier tandis que je marche vers ma voiture, leur voix s'estompant derrière moi. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me batte. Ils n'ont jamais compris de quoi une mère qui protège l'héritage de son enfant est capable. Même lorsque cet enfant est parti, 3 jours après la confrontation, le prospectus s'est froissé dans ma main. Groupe de soutien communautaire pour les parents instables, il annonce en lettres bleues joyeuses. Quelqu'un l'a entouré et a fait défiler mon nom dans la marge. 3 exemplaires identiques ont été fourrés dans ma boîte aux lettres ce matin. Je reconnais l'écriture de Véronica partout. Je le froisse en boule, le jette vers la poubelle de la cuisine, et c'est raté. L'histoire de ma vie ces derniers temps. Les chuchotements ont commencé 3 jours après que je sois sortie de chez mes parents, serrant les documents de fiducie de Lucas. D'abord, il y a eu les appels inquiets de connaissances éloignées. Camille. Nous nous inquiétons pour toi. Puis les têtes compatissantes des caissiers de l'épicerie s'inclinent. Comment vas-tu vraiment, chérie? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le pasteur Williams me prend à part après que j'ai essayé de retourner à l'église. Les gens s'inquiètent de ton comportement depuis les funérailles. Je m'effondre sur le lit de Lucas, entouré des factures médicales que j'organise depuis des semaines. L'assurance a couvert une grande partie de son traitement. Mais les relevés restants forment toujours une montagne sur sa couette de dinosaure. 18 mois de lutte pour la vie de mon fils ont laissé mon compte d'épargne haleter son dernier souffle. Mon téléphone sonne avec une notification par email. Avis de gel financier temporaire. Les mots défilent devant mes yeux tandis que je parcours le document. Requête d'urgence. Problème de santé mentale. Audience de tutelle. Protection des biens. En attente d'évaluation. Mes poumons se bloquent. Ils l'ont vraiment fait. Mes parents ont déposé une demande de tutelle d'urgence, affirmant que le chagrin m'a rendu instable et incapable de gérer le fonds fiduciaire de Lucas. Le tribunal a gelé mes comptes jusqu'à l'audience. Un coup à la porte d'entrée me fait sursauter. Je m'essuie les yeux et je jette un coup d'œil à travers les rideaux. Un coursier se tient sur mon porche, une enveloppe de manille à la main. Camille Reynolds, me demande-t-il lorsque j'entrouvre la porte. Livraison de Wheatstone Legal, le cabinet d'avocats que mes parents utilisent depuis 20 ans. Je signe le colis avec des doigts tremblants, puis je l'ouvre une fois qu'il est parti. À l'intérieur se trouve ce qui ne peut être décrit que comme une diffamation au format juridique. Des photos de moi en train de pleurer sur le parking de l'épicerie. Des déclarations de voisins inquiets sur les voix élevées du vivant de Lucas. Une lettre d'un médecin que j'ai consulté une fois sur la suggestion de ma mère, diagnostiquant un trouble de l'adaptation avec anxiété. Mais ce qui me brise, c'est la pièce à conviction intitulée Communication électronique. Des captures d'écran de textos échangées avec ma mère, éditées pour supprimer le contexte « EC », ce qui fait paraître les frustrations normales déraisonnables. Des messages que j'ai envoyés pendant les pires nuits de Lucas à l'hôpital, lorsque je les ai suppliés de m'aider. Maintenant déformés en preuve d'instabilité. Il m'efface de l'existence, me remplaçant par un autre. Femme perturbée, à qui on ne peut pas faire confiance pour hériter de l'héritage de son fils. Je me laisse glisser contre le mur de la chambre de Lucas, serrant sa couverture préférée contre ma poitrine, dont le motif de fusée a été décoloré par d'innombrables lavages pendant les séjours à l'hôpital. Je ne peux pas lutter contre tous ces problèmes. Je murmure à la pièce vide. Les larmes coulent à flot, imprégnant le tissu usé. Ils ont de l'argent, des avocats, et ils montent tout le monde contre moi. La sonnette retentit à nouveau. Je l'ignore. Une autre sonnerie suit, puis des coups persistants.
Camille, c'est Anna. J'ai de la nourriture. Anna Davis habite 3 maisons plus loin. Elle gardait Lucas quand j'avais besoin d'aller faire les courses pendant ses meilleurs jours. Nous n'étions pas proches, mais Lucas adorait son fils adolescent, qui lui a appris à faire du skateboard pendant sa rémission. Mes cheveux sont en bataille, mes yeux sont gonflés, mais la faim me pousse à répondre. Anna se tient sur mon porche, tenant un plat en céramique. L'inquiétude grave ses traits. « Des lasagnes » dit-elle en me les mettant dans les mains avant que je puisse protester. « Il faut que tu manges quelque chose. Il faut que tu manges quelque chose qui ne vient pas d'un drive-in. » Je la conduis dans la cuisine, des gestes mécaniques tandis que je pose le plat. « Merci, mais je ne le suis pas. J'ai entendu ce qu'il disait de toi. » Anna m'interrompt, sa voix douce mais ferme. Au salon, au Billy's Market. « Ce qu'ils font n'est pas bien. » Ma gorge se serre. « Tu n'as pas à t'impliquer. » Je suis déjà impliquée. Anna met la main dans son sac à main, en sort son téléphone. J'ai des vidéos de Lucas de l'été dernier. Elle tape sur son écran. Et soudain le rire de mon fils emplit la cuisine. Lucas, mince mais souriant, fait des figures sur son skateboard. Ma voix appelle des encouragements derrière la caméra. Une autre vidéo nous montre Lucas et moi en train de faire des cookies, de nous saupoudrer le nez de fleurs, de s'érir quand j'ai fait comme si la cuillère était un avion. Cela ne me semble pas être les actions d'une mère instable, dit Anna doucement. J'en ai des dizaines d'autres. Vor! Lucas était aimé, il était heureux même dans les pires moments. Les vidéos continuent, chacune d'elles est un poignard de chagrin et pourtant un baume. La preuve que nous existions ensemble, que j'étais la mère qu'il méritait. Mon mari Brian est un parajuriste, poursuit Anna. Il dit, ce qu'ils font, déposer une demande de tutelle d'urgence sans preuve valable, c'est une procédure agressive. Les tribunaux n'aiment pas cette approche, sans véritable circonstance d'urgence. Je secoue la tête. Ils ont de l'argent pour des avocats coûteux. J'ai des factures médicales. Mon frère Robert est un avocat spécialisé dans les litiges relatifs aux fiducies. Je lève les yeux, trouvant une détermination inattendue dans les yeux d'Anna. Il a aidé ma tante lorsque ses beaux-enfants ont tenté quelque chose de similaire. Il ne travaille pas dans un cabinet chic avec des sols en marbre, mais il connaît le droit des fiducies sur le bout des doigts. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose se déploie dans ma poitrine. Pas vraiment, j'espère que je suis trop meurtrie pour ça, mais c'est peu moi être un cousin éloigné. Je n'avais pas les moyens. La consultation initiale est gratuite. Anna dit après cela, eh bien, voyons ce qu'il dit. Mais Camille, elle tend la main par-dessus la table, couvrant la mienne. Tu n'es pas seule dans ce combat, plus maintenant. Je parviens à hocher faiblement la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. L'après-midi suivant, je suis assis en face de Robert Davis dans son modeste bureau. Pas de bureau en acajou ni de chaise en cuir. Juste des meubles pratiques et des murs tapissés de livres de droit. Des photos de famille le montrent avec Anna et sa famille lors de diverses réunions. Il monte un dossier basé sur des spéculations et des manipulations émotionnelles, dit Robert en étalant les documents sur son bureau. Nous devons répondre avec des faits et des documents. Comment ? Je demande. C'est ma parole contre la leur, et ils ont déjà convaincu la moitié de la ville que je perds la tête. Documente tout, dit fermement Robert. Chaque texto, chaque email, chaque interaction. Construis ton propre réseau de soutien. Les personnes qui t'ont réellement vu avec Lucas pendant sa maladie. Et nous devons contacter les parents de ton ex-mari. Les Carter ? Je n'ai pas parlé aux parents de Nathaniel depuis les funérailles. Ils vivent à 3 États de là. Oui. En tant que créateur du trust, leur témoignage sur leurs intentions aurait un poids considérable. Mes mains tremblent légèrement lorsque je compose leur numéro. Je mets le haut-parleur. La voix chaleureuse de Margaret Carter répond. J'explique la situation en phrases hésitantes. Le silence qui suit est bref, mais pesant. Ils ont fait quoi ? Son ton habituellement doux devient sec. Ils ne sont même pas venus aux funérailles de Lucas, et maintenant ils en veulent à son argent. Nous allons envoyer immédiatement des déclarations sous serment par email, ajoute George Carter, sa voix rejoignant celle de sa femme au bout du fil. Nathaniel a établi ce trust spécifiquement pour l'éducation de Lucas, ou pour vous si le pire devait arriver. Telles étaient ses instructions explicites. Quelque chose comme de la force commence à me revenir. Robert hoche la tête d'un air approbateur tout en prenant des notes. Ce soir-là, seul chez moi, je commence un inventaire méthodique des preuves. SMS sauvegardé, email imprimé, dossiers médicaux montrant ma présence constante pendant les traitements de Lucas, relevés financiers démontrant comment j'ai liquidé mon compte de retraite pour couvrir des frais que l'assurance ne couvrirait pas. Je fouille dans les affaires de Lucas, cherchant du réconfort dans ce rituel. Lorsque mes doigts effleurent sa tablette cachée sous son oreiller, je l'allume sur un coup de tête. La batterie tient toujours la charge.
Lucas l'utilisait pour jouer pendant ses séjours à l'hôpital, pour passer des appels vidéo avec ses rares amis lorsqu'il se sentait suffisamment bien. Je feuillette les dossiers en souriant à sa progression dans les jeux et aux photos qu'il a sauvegardées. Une notification apparaît. Sauvegarde dans le cloud terminée. Je fronce les sourcils en appuyant dessus. Lucas avait configuré la tablette pour qu'elle soit automatiquement sauvegardée sur mon compte cloud. La sauvegarde la plus récente date d'il y a 3 mois, lorsque ma famille est venue dîner. La dernière fois qu'ils nous ont rendu visite avant que Lucas ne s'aggrave définitivement. Je parcours les détails de la sauvegarde et remarque un fichier audio volumineux, d'une durée de près d'1 heure. Je ne me souviens pas que Lucas ait enregistré quoi que ce soit ce jour-là. Les doigts tremblants, j'appuie sur lecture. La tablette a dû se trouver dans la chambre de Lucas en train d'enregistrer par accident. Au début, il n'y a que du bruit ambiant, mais j'entends ensuite la voix de ma sœur, lointaine mais claire. Combien y a-t-il exactement, dans ce fonds fiduciaire? La réponse de mon père. Lucas a environ 8 à 160 000 $, et tout reviendra à Camille s'il ne s'en sort pas. Véronique demande, d'un ton calculateur. C'est ce que disent les documents, répond ma mère. Quel gâchis pour elle. Tu sais comment elle est avec l'argent. Une fois que Lucas sera parti, dit Véronique en baissant la voix. Il faut juste convaincre Camille qu'elle ne peut pas gérer l'argent. Elle a toujours été fragile émotionnellement. Ma mère rit et est dédaigneuse. Elle a toujours été la plus faible. Elle signera tout ce qu'on lui présentera, si on appuie sur les bons boutons. Je pourrais utiliser cet argent pour mon mariage, continue Véronique. Et pour enfin démarrer cette affaire avec Jason. Camille n'en a pas besoin. Elle va juste le gaspiller dans une thérapie de deuil ridicule ou quelque chose comme ça. On t'aidera à gérer ça correctement. Mon père est d'accord. Je reste figée, la tablette serrée dans mes mains tandis qu'il continue de discuter de ce qu'il ferait de l'argent de Camille une fois que Lucas sera parti. Planifiant leur stratégie, pendant que mon fils se battait pour sa vie dans la pièce d'à côté. Je me lève lentement, un calme étrange s'installant en moi. Le chagrin demeure un compagnon constant, mais quelque chose d'autre s'élève à ses côtés. La détermination. La clarté. Cela s'arrête maintenant, je chuchote à la chambre vide de Lucas, ma voix plus forte qu'elle ne l'a été depuis des mois. J'enregistre l'enregistrement à plusieurs endroits, puis j'appelle Robert. Plus de larmes, plus de doutes. Ils ont choisi la mauvaise mère à détruire. Le dossier en papier craft claque contre le bureau de Robert, tandis qu'il décrit notre chronologie des événements 2 jours plus tard. Ses lunettes à monture argentée reflètent la lumière de l'après-midi, tandis qu'il étudie chaque document avec la précision d'un chirurgien. Le schéma de votre famille est classique, dit-il en marquant les dates sur son bloc-notes. Ils étaient visiblement absents pendant tout le traitement de Lucas, mais mystérieusement présents au moment où les actifs financiers sont devenus disponibles. Je m'agrippe aux accoudoirs de ma chaise, m'observant. Ils n'ont même pas envoyé de carte lorsqu'il était en isolement. Robert hoche la tête, les yeux ne quittant pas le papier. Nous allons établir cela, clairement. Le juge doit voir le contraste entre votre dévouement et leur absence. Anna arrive avec un épais dossier. À l'intérieur, se trouvent des déclarations de 3 des médecins de Lucas détaillant ma présence inébranlable pendant les traitements. La lettre du docteur Michael est particulièrement pointue. En 15 ans d'oncologie pédiatrique, j'ai rarement été témoin de soins aussi dévoués que ceux prodigués par Mademoiselle Reynolds à son fils. Il me dépeigne comme une personne instable, dis-je, la voix plus forte que je ne l'aurais cru. C'est pourquoi j'ai contacté vos anciens collègues. Robert glisse un autre dossier sur son bureau. 6 témoignages de personnalités de Westridge Marketing, dont celui de votre ancien patron, tous attestant de votre compétence et de votre stabilité. Le téléphone sonne et Robert répond sur haut-parleur. La voix douce et chaleureuse d'Eleanor Carter, la mère de Nathaniel, emplit la pièce. Nous avons fait authentifier les documents de fiducie. Elle dit que la déclaration confirme l'intention explicite de Nathaniel de transférer les fonds de Lucas à Camille, au cas où sa voix se bloquerait. Dans ces circonstances. Merci, Eleanor. Je gère. Une fois l'appel terminé, Robert se penche en avant. Nous construisons une forteresse de vérité autour de toi, Camille. Brique par brique. Le lendemain matin, j'entre dans le café Layton, sur Main Street, pour la première fois, depuis le décès de Lucas. La cloche familière tinte au-dessus de la porte et la conversation s'arrête momentanément. Frank, le propriétaire Athès, s'approche les bras tendus. La voilà. Il annonce assez fort pour que tout le monde l'entende. La femme qui a lu Goodnight Moon tant de fois pendant les traitements de son fils que ma fille l'a mémorisé de l'autre côté du salon. La chaleur me remplit les joues tandis que plusieurs clients hochent la tête en signe de reconnaissance. Mon Émilie continue de poser des questions sur Lucas, poursuit-il en me serrant l'épaule. Ce garçon avait un grand cœur, tout comme sa mère. Plus tard, en faisant défiler les médias sociaux, je remarque qu'Anna a publié des photos de Lucas prises lors de la fête de quartier de l'été dernier.
Sa silhouette mince, enveloppée dans une cape de super-héros, rayonnait malgré les bleus de son dernier traitement. En souvenir de mon courageux voisin Lucas aujourd'hui, sa légende dit. Et sa mère tout aussi courageuse qui ne l'a jamais quitté pendant 18 mois de traitement. La section des commentaires se remplit de familles du quartier partageant leurs propres souvenirs. Madame Donovan de Two Street s'écrie. Je me suis toujours demandé pourquoi ses grands-parents n'étaient jamais présents à aucun de ces événements scolaires. Maintenant, cela prend du sens. Le récit change. Une petite vérité à la fois. 3 jours plus tard, la contre-attaque de la famille arrive par courrier recommandé. Une pétition d'urgence affirmant que mon comportement dangereux avec les enfants nécessite une intervention immédiate. S'y joint une déclaration sous serment de Marissa décrivant les accès de colère troublants dont elle aurait été témoin. C'est du désespoir, dit Robert. Lorsque je lui transmets les documents, il s'intensifie car ils perdent du terrain. Ce soir-là, la sonnette retentit par le Judas. Je vois Véronica flanquée de nos parents et de 2 inconnus avec des caméras professionnelles. Camille. Véronica appelle à travers la porte. Nous sommes inquiets pour toi. Nous voulons juste parler. J'envoie immédiatement un texto à Robert. Ils sont là avec des caméras. Intervention mise en scène. Sa réponse est immédiate. N'ouvrez pas la porte. Enregistrez l'audio sur votre téléphone. J'appuie sur enregistrer et glisse le téléphone près de l'entrebâillement de la porte. Elle boit probablement encore, dit ma mère, la voix délibérément forte. Depuis Lucas. Nous voulons juste l'aider, ajoute mon père avec une inquiétude éprouvée avant qu'elle ne se blesse ou ne blesse quelqu'un d'autre. La conversation mise en scène se poursuit pendant plusieurs minutes avant qu'ils ne partent enfin, ayant capturé exactement ce pourquoi ils sont venus. Des images de moi refusant de l'aide. Le lendemain matin, les services de protection de l'enfance appellent un renseignement anonyme concernant une femme mentalement instable ayant accès aux enfants du voisinage. Contactez l'assistante sociale. Mademoiselle Thornton reconnaît rapidement la situation de Wat Island. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, dit-elle gentiment après notre bref entretien. Des conflits familiaux, utilisant les services de protection de l'enfance comme arme, cette affaire est classée sans suite. Lorsque je raconte cela à Robert, il hoche la tête d'un air sombre. Chaque fausse déclaration renforce notre position. Il monte notre dossier pour nous. Dans son bureau, nous documentons méticuleusement chaque fabrication. Les Carter ont engagé un détective privé, qui photographie mes parents en train de faire la fête dans des restaurants chics, tout en invoquant des difficultés financières dans leur pétition. La dernière pièce, dit Robert, glisse un épais classeur médical sur le bureau. L'hôpital complet de Lucas. Dossier chaque admission, chaque traitement, chaque journal des visiteurs. Il appuie sur une section surlignée. Ces pages montrent votre présence constante. Et celle-ci, il les passe à un autre onglet, montre l'absence totale de votre famille. Je trace le nom de Lucas sur la couverture, me rappelant les innombrables heures passées dans ces pièces stériles. Comment j'ai mémorisé chaque bip et chaque scintillement de ces écrans. Il pense que je vais craquer, dis-je, plus à moi-même qu'à Robert. Que je vais céder juste pour que tout cela s'arrête. Robert referme doucement le classeur. C'est exactement ce sur quoi il compte. Mais ils ont mal calculé. Comment cela? Son expression s'adoucit. Ils ont oublié ce que tous les parents savent. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui protège l'héritage de son enfant. Pour la première fois depuis les funérailles, je ressens quelque chose au-delà du chagrin. Quelque chose qui a du mordant et un but. Quelque chose qui ne recule pas. Ils ont abandonné mon fils dans la vie et dans la mort. Ils ne prendront pas ce qu'il reste de son avenir. J'en ai assez d'être le paillasson de la famille. J'en ai assez d'être réduit au silence. Je suis le dernier défenseur de mon fils, et je suis prête pour la guerre. Le jour de la confrontation, je lisse ma jupe bleu marine avec mes paumes humides en franchissant les portes du palais de justice. Le bâtiment me domine, tout en pierre et en autorité. Mais aujourd'hui, je refuse de me rétracter. Lucas mérite mieux. Robert marche à côté de moi, sa mallette se balançant à chaque pas assuré. N'oubliez pas, laissez-les d'abord présenter leur dossier. Nous voulons qu'ils soient au courant de tout. Nous poussons les lourdes portes en chaîne de la salle d'audience C. Ma famille est assise en rang, bien rangée à gauche. Véronica porte un tailleur couleur crème qui coûte probablement plus cher que mon loyer. Ma mère porte ses perles. Mon père regarde sa montre. Leur avocat, un homme aux cheveux argentés avec des lunettes en écailles de tortue, est debout en train de trier les documents. La famille Carter occupe la rangée derrière moi. Les parents de Nathaniel, leur présence, un vote de confiance silencieux. Anna se glisse quelques minutes plus tard, me serrant la main en passant. Tous se lèvent pour l'honorable juge Eleanor Masterson. Une femme aux cheveux gris coupés courts et aux yeux perçants prend place sur le banc. Demande de tutelle pour Camille Reynolds. Numéro de dossier 47329. Commençons. L'avocat de ma famille s'approche. Votre honneur, nous nous présentons devant vous aujourd'hui avec de graves inquiétudes quant à la capacité de Madame Reynolds à gérer des actifs importants suite à la perte tragique de son fils. Les mots. Son fils dans sa bouche, pas Lucas, pas mon beau garçon.
ou, avec son sourire écarquillé et son obsession pour les dinosaures, me font monter la température. Madame Reynolds a fait preuve d'un comportement inquiétant, poursuit-il en sortant un dossier. Dépenses erratiques, explosions émotionnelles, isolement de la famille qui ne souhaite que la soutenir. Ma mère hoche la tête solennellement. Mon père fronce les sourcils avec une inquiétude éprouvée. Nous avons des documents de l'amie de la famille Marissa Talbot, attestant de l'état de Madame Reynolds. Il soumet une déclaration sous serment et des SMS montrant des schémas de pensée inquiétants. Le juge Masterson examine les documents. Son expression ne trahit rien, mais elle me jette un coup d'œil, ses yeux s'attardant. La famille propose une tutelle temporaire pendant cette période de deuil, sa sœur Veronica gérant les décisions financières jusqu'à ce que Madame Reynolds soit libérée. Reynolds est bien guérie. Veronica se redresse, ajustant son énorme bague de fiançailles. Le diamant reflète la lumière, envoyant des prismes danser sur le mur de la salle d'audience. Lorsque leur avocat a terminé, Robert se lève. La salle semble soudainement plus petite, comme s'il avait attiré tout l'oxygène vers lui. « Votre honneur, puis-je appeler le docteur James Whitfield à la barre ?» L'oncologue de Lucas prend la parole, son visage aimable et sérieux sous ses cheveux poivre et sel. « Docteur Whitfield, comment caractériseriez-vous le comportement de Madame Reynolds pendant la maladie de son fils ? En 18 ans d'oncologie pédiatrique, j'ai rarement vu un tel dévouement. Madame Reynolds a appris des protocoles médicaux complexes, a suivi chaque traitement et a pris des décisions éclairées sous une pression inimaginable. Il s'éclaircit la gorge alors que les autres membres de la famille étaient manifestement absents. Le sourcil du juge se lève légèrement. « Notablement absent ?» demande Robert. Madame Reynolds était seule à chaque rendez-vous. Quand je lui demandais s'il y avait du soutien familial, elle changeait de sujet. Ma mère bougeait mal à l'aise. Mon père tirait sur son bras. Collier. Anna témoigne ensuite, décrivant les nuits où elle était assise avec moi à l'hôpital, alors que personne d'autre ne le voulait. Les Carter suivent, expliquant les souhaits explicites de Nathaniel concernant la fiducie. « Votre honneur, Robert dit, lorsque nos témoins auront terminé, nous aurons un dernier élément de preuve. Avec votre permission, j'aimerais diffuser un enregistrement audio. » L'avocat de ma famille s'y oppose immédiatement. Nous n'avons pas été informés au préalable de cette preuve. Elle n'a été découverte que récemment. Robert réplique doucement. Sur la tablette de l'enfant décédé. Le juge considère « je l'autorise ». Robert connecte la tablette de Lucas au haut-parleur de la salle d'audience. Pendant un instant, on n'entend que le bruit de la cuisine, des assiettes qui s'entrechoquent, une chaise qui gratte le sol. Puis, la voix de ma mère se fait entendre. Une fois que Lucas est parti, il nous suffit de convaincre Camille qu'elle ne peut pas gérer l'argent. La salle d'audience se fige. Véronica prend la parole ensuite sur l'enregistrement. Elle est dans un sale état, depuis le diagnostic. Aucun juge ne contesterait que nous prenions le contrôle. Elle a toujours été la plus faible. Ma mère ajoute qu'elle signera tout ce que nous lui présenterons. La voix de mon père, 860 000 $, pourrait bien mettre Véronica en contact avec ce garçon Harrington. Les vieilles familles fortunées s'attendent à des dots substantielles de nos jours. Ma famille reste immobile. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon père fixe ses chaussures cirées. Les lèvres de Véronica se serrent en une ligne exsangue. L'expression du juge Masterson se durcit à chaque mot. Lorsque l'enregistrement se termine, le silence me semble physique, me serrant la peau. Votre honneur, je m'y oppose. Cet enregistrement a été enregistré. Fait sans consentement. Leur avocate balbutie par un enfant de 8 ans qui a accidentellement capturé sa famille en train de planifier de voler son fonds d'études universitaires alors qu'il était mourant. Robert réplique, la voix vibrante d'une colère contenue. La juge Masterson enlève ses lunettes. J'en ai assez entendu. La requête en tutelle est non seulement rejetée, mais je rends une ordonnance restrictive empêchant les requérants d'approcher Madame Reynolds ou de tenter d'accéder au fonds en fiducie. Elle regarde directement ma famille et j'ordonne aux requérants de payer tous les frais juridiques associés à cette action frivole et troublante. Elle se tourne vers moi, sa voix plus douce. Madame Reynolds, le tribunal vous déclare tout à fait compétente. Je vous présente mes plus sincères condoléances pour votre perte. Le coup de grâce frappe avec finalité. Dehors, le soleil baigne les marches du palais de justice. Je respire profondément pour ce qui semble être la première fois depuis des mois. Des pas s'approchent derrière moi. Ma mère, les yeux rouges mais secs. Camille, veuillez comprendre. Ne le faites pas. Le mot sort plus fort que je ne l'aurais cru. Véronica s'avance. En avant, sa façade parfaite se fissure. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Ma voix ne tremble plus. Tu m'as abandonné sur la tombe de mon fils ? Tu ne toucheras jamais à son héritage. Nous sommes toujours une famille. Mon père essaye ? Non. Je croise son regard directement. La famille se montre. Lucas le savait déjà à 8 ans. Je me tourne vers Anna et les Carter, qui attendent près de la voiture de Robert.
Derrière moi, Véronica appelle mon nom, la voix brisée. Ma mère se met à sangloter. Je ne me retourne pas. Je descends les marches, chacune m'éloignant de leur voix, me rapprochant des personnes qui sont venues quand ça comptait. Le lion en peluche de Lucas attend dans mon sac à main. Son sourire usé, ma boussole pointant vers ce qui va suivre. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui se tiennent à côté du lit d'hôpital de votre enfant à 3 mm. C'est ceux qui se souviennent de son parfum de glace préféré. C'est ceux qui se montrent quand le monde s'effondre. C'est ceux qui vous aident à reconstruire quand la poussière retombe. 6 months later, I planted the last sunflower seedling in the fresh soil of my garden, patting the earth around its fragile stem. Lucas loved sunflowers. They follow the sun. Mom, he once told me, rare, his face bright with wonder. Even on cloudy days, they know where it island. The modest cottage near Lakewood Park isn't much, just 2 bedrooms in a small yard, but it's mine. Ours in a way. The blue hydrangeas line the walkway, their clusters unfurling in the spring warmth. Luca would have approved. Those look beautiful. Hannah calls from the porch steps, balancing a casserole dish in one hand and her toddler's hand in the other. Need help with the last box? Almost finished, I answer, wiping soil from my palms onto my jeans. Inside the living room walls are the color of summer sky. A small corner table holds framed photos of Lucas laughing at the beach, blowing out birthday candles, holding up his science fair ribbon. His stuffed lion sits among them. Guardian of memories. J'aime encore rest asking if tu viens dîner vendredi, dit Anna en posant la cocotte sur le comptoir de la cuisine. Brian fait griller les steaks que tu aimes. Pendant des mois après l'audience, j'ai décliné leurs invitations. L'idée de rejoindre le bonheur d'une autre famille me paraissait une trahison. Mais Anna n'a jamais cessé de demander. Je serai là. Je te le promets. Je le pense vraiment cette fois. Plus tard, alors que le crépuscule tombe sur le quartier, je me recroqueville sur la banquette près de la fenêtre. Le sommeil est mon ennemi depuis la mort de Lucas. Mais ce soir, c'est différent. Le poids sur ma poitrine n'a pas disparu, mais il s'est déplacé d'une certaine manière. Je ferme les yeux et sombre dans le premier sommeil paisible que j'ai eu depuis des mois. Mardi soir, je suis assis à la table à manger des Carter. Les parents de Nathaniel me traitent avec la chaleur que les miens n'ont jamais eue. Eleanor Carter me passe un bol de légumes rôtis, sa main serrant brièvement la mienne. Lucas aurait été fier de la bourse, dit William d'une voix douce. 3 familles en bénéficient déjà. La bourse était leur idée, utiliser une partie de la fiducie pour aider les enfants, avec des maladies sanguines rares. Mes beaux-parents, qui n'ont jamais cessé d'être de la famille, même après notre divorce avec Nathaniel, la fondation m'a demandé si j'envisagerais de faire plus d'heures. Je leur ai dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois l'aspect administratif et ce que vivent les familles. Hélène Lanard sourit. Tu as toujours été douée dans les 2 cas. Lors du groupe de soutien au deuil de jeudi, je me retrouve à parler à un jeune père dont la fille est décédée le mois dernier. Ses mains tremblent alors qu'il sert sa tasse de café. Est-ce que ça cesse un jour de faire mal? Il demande, les yeux creux sous l'effet d'une nouvelle perte. Non, je réponds honnêtement. Mais on apprend à le porter différemment, et on finit par trouver des moments où les bons souvenirs l'emportent sur la douleur. Je me surprends moi-même avec ces mots, non pas parce qu'ils ne sont pas vrais, mais parce que je commence à y croire. Mon téléphone vibre ce soir-là, avec un email de Marissa. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. J'aurais dû être là pour toi et Lucas. Je suis vraiment désolée. Je le supprime sans répondre. Certains ponts restent coupés. Le journal local publie un petit article sur le report de Véronica. Mariage. Selon les rumeurs de la ville, sa fiancée a été perturbée par des révélations familiales. Mes parents ont été visiblement absents de leurs fonctions sociales habituelles. Les ragots ne me satisfont pas autant que je l'aurais cru. Un dimanche pluvieux, j'écris dans mon journal une adresse à Lucas, comme toujours. Aujourd'hui, j'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis ton départ. Le petit j'aime d'Anna a renversé son jus et a dit quelque chose de si parfait que je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie coupable tout de suite après, mais je me suis souvenu que tu détestais quand les gens étaient tristes. Alors j'essaye, bébé. J'essaye de trouver le soleil comme le font tes fleurs. 1 an après l'enterrement de Lucas, je suis retournée sur sa tombe. Cette fois, je ne suis pas seule. Anna et Brian se tiennent à mes côtés. Eleanor et William Carter apportent des roses jaunes. 3 familles du groupe de soutien arrivent avec des pierres peintes pour sa stèle. La tombe autrefois nue s'épanouit de fleurs et de souvenirs. Merci à tous d'être venus, dis-je. Ma voix est ferme malgré les larmes. Lucas aurait dû le faire. J'ai adoré ça. Alors que nous retournons à nos voitures, Anna passe son bras sous le mien. Ça va? Je repense à l'assemblée colorée autour du lieu de repos de mon fils, puis au visage de ceux qui m'ont soutenu au moment le plus important. La famille, ce n'est pas celle qui partage votre sang, lui dis-je.
C'est celle qui partage votre cœur quand il est brisé, et qui vous aide à le reconstruire quand vous êtes dans la